Qu'est-ce que l'anthropologie? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des sociétés. L'anthropologie va s'atteler à mettre en tension la diversité des cultures au prisme de l'unité de l'homme. Classiquement, lorsqu'on va me demander d'étudier ou d'analyser un phénomène social, je vais mettre en tension l'écart entre ce que les gens disent et ce que les gens font, entre ce que les gens ont et ce que les gens voudraient avoir. En somme, l'anthropologie, c'est déconstruire pour mieux reconstruire la réalité, en faisant ce qu'on appelle un détour anthropologique. Donc un détour anthropologique, c'est quoi? C'est prendre de la hauteur pour penser de manière différente un phénomène social. Le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss l'avait très bien montré au sujet de la prohibition de l'inceste. L'anthropologue s'étonnait que, quelles que soient les cultures, il y avait toujours le même interdit. L'interdit d'épouser femme, tante et sœur de notre groupe social. Mais avec ce détour anthropologique, en opérant ce qu'on appelle un renversement conceptuel, on se rend compte que ce n'est pas une interdiction, mais une obligation d'épouser femmes, tantes et sœurs d'autres cultures pour la perduration de l'équilibre économique ou politique. Ce soir, je ne vais pas vous livrer un témoignage, je ne vais pas parler de moi, mais je vais faire ce que l'anthropologie sait très bien faire, c'est-à-dire opérer un détour, vous pointer du doigt un certain nombre d'éléments pour vous amener à réfléchir sur cette question de l'égalité et du genre dans notre société. Pour commencer, on peut se poser une question qui n'amène pas forcément une réponse immédiate, mais qui ouvre le champ de la réflexion. Actuellement, les questions d'égalité se limitent-elles à la notion d'homme et de femme? Où sommes-nous face à l'émergence d'un troisième genre? Et si troisième genre il y a, de quelle nature est-il? Est-ce un troisième genre produit par nous-mêmes, par notre société? Ou alors, est-ce une nouvelle manière de vivre notre masculinité et notre féminité au quotidien? Pour essayer d'apporter des clés de lecture et des clés de compréhension à cette question-là, je vais avoir une démonstration en 3 parties. Tout d'abord, on s'intéressera à l'influence, à l'incidence des croyances dans la perduration des relations de genre dans nos sociétés. Après, on s'intéressera davantage aux objets. Des objets qui, comme vous allez le voir, sont des marqueurs sociétaux et qui permettent de mieux comprendre ces fameuses inégalités du genre. Et enfin, on s'intéressera à l'innovation, qui rend possible une certaine évolution de la question du genre, pour essayer de pointer du doigt un petit peu les limites. Pour commencer, je vais vous parler d'une expérience anthropologique que j'ai menée avec 25 de mes collaborateurs cet été. 25 hommes et femmes issus des métiers du design, du commerce, de la communication, de la recherche, de l'industrie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis l'anthropologue du groupe SEB. Donc au sein de chez SEB, mon rôle est de faire le lien entre ce qui se passe dans la vraie vie, dans la société, et ce que le marketing, le design et la recherche vont imaginer en termes de produits de demain. Donc l'objectif de cette expérience, c'est de pouvoir concevoir de manière différente des mythologies, des histoires qui accompagneront le futur de nos objets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que SEB a créé avec Moulinex libère la femme un mythe moderne de la femme. Il a accompagné l'émancipation de cette femme hors de la sphère domestique tout en assurant une perduration de l'équilibre familial. Donc, comme on le voit, avec cette nouvelle mythologie, SEB permettait d'expliquer ce qui se passait à son époque. Par exemple, comme vous le voyez avec cette publicité des années 60, la publicité est à destination des hommes, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le chéquier, et c'était l'homme qui signait les chèques. Donc effectivement, elles avaient le droit de sortir de la maison, mais pour ça, il fallait qu'elles restent une bonne mère et une bonne épouse. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment des objets qui accompagnent des générations de femmes et qui permettent d'expliquer la société dans laquelle elles sont. Donc à la suite de cette expérience que j'ai menée avec mes collaborateurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à s'émanciper des contraintes techniques actuelles pour créer vraiment une innovation dite pervasive, mais par contre, ils n'ont pas du tout réussi à s'émanciper des questions du genre. Pire, la technologie apparaissait comme un moyen de faire perdurer ces inégalités. Par exemple, on avait une mythologie autour d'une fleuriste qui faisait que légitimer l'harcèlement et la drague de rue. On avait un autre exemple auprès d'une chef cuisinière étoilée qui était certes meilleure que les hommes, mais pour pouvoir conserver sa place, elle devait négocier et renoncer à ce fameux restaurant. Qu'est-ce que cet exemple nous apprend? Il nous apprend que les structures anthropologiques sont coriaces et qu'il est très très compliqué de faire évoluer cette question du genre. Effectivement, il n'y a pas de réponse préconçue et simple à ce problème. Mais par contre, on se rend compte que la surreprésentation du masculin dans toutes les cultures, dans les métiers de la technologie et de l'innovation, notamment pour concevoir des produits, soit des produits tangibles ou des produits digitaux,
peuvent être une clé d'explication à ces problèmes de genre autour des objets. Donc pour vous illustrer ça, je vais vous prendre 2 exemples, celui des barouillas et celui du sèche-cheveux. Donc avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les cultures, les hommes ont peur des femmes. La mythologie leur prête des pouvoirs extraordinaires. Et pour les rendre inoffensives, il faut les contrôler. Et ça, les barouillas, qui est un peuple de Nouvelle-Guinée, ils ont mis en place d'habiles stratégies de maintien et de contrôle. Par exemple, pour la chasse. Donc certes, les femmes ont le droit de chasser, mais par contre avec des objets qui sont fabriqués par les hommes. Et comme ils ne sont pas fous, sont mis à disposition des hommes des objets très performants qui leur permettent d'être d'excellents chasseurs, et à l'inverse, sont mis à disposition des femmes des objets rudimentaires qui ne leur permettent pas de chasser. Et comme elles reviennent bredouilles de la chasse, elles sont assignées à la préparation des festins d'après-chasse pour plus d'équilibre dans le partage des tâches domestiques. Autre exemple, la limitation des interactions du genre dans l'espace public. Là encore, les barouillas ont la réponse. Ils ont créé 2 chemins, un chemin pour les hommes et un chemin pour les femmes. Mais comme c'est une idée qui vient du masculin, le chemin pour les hommes surplombe toujours celui des femmes, histoire de conserver le contrôle. Maintenant, je vais vous parler d'un autre exemple qui, vous allez le voir, va changer votre manière au quotidien d'être dans votre salle de bain. C'est la fabuleuse histoire du sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux a été inventé en 1926. Vous me direz qu'il a sans doute révolutionné le quotidien de millions ou de milliards de femmes. Mais par contre, ce que l'on sait moins, c'est que le sèche-cheveux est une invention d'un homme pour les femmes, mais avec son propre système de référence. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont simplement transféré la technologie d'une perceuse pour le séchage des cheveux. Donc effectivement, c'est normal, mesdames, si vous trouvez votre appareil lourd et peu pratique. Il a sans doute été inventé par un homme qui n'avait aucune idée de la difficulté du brushing sur cheveux longs le matin. Donc je vous l'accorde, cet exemple porte à sourire et est assez positif. Même si ça conduit encore à nouvelles inégalités du genre, ça part d'une bonne intention. La robotique aussi semble pavée de bonnes intentions. Par exemple, on a les robots qui visent à limiter la solitude, avec les robots de type assistant ou conversationnel. On a encore un autre type de robot qui vise à limiter l'insécurité dans les espaces publics, avec des robots de sécurité. Mais si on s'intéresse un petit peu plus aux robots sexuels, on se rend compte que la réalité est tout autre. Effectivement, l'avancée de l'innovation et de la technologie nous amène à avoir une ressemblance de plus en plus forte avec ce type d'appareil. Texture de la peau, micro-expression, tout est fait pour nous renvoyer vers notre propre humanité. Mais depuis quelques mois, est commercialisée une poupée programmée pour être violée. Je vous l'accorde, cela peut paraître fou, mais malheureusement, ce n'est pas une fausse information. Son inventeur se défend des critiques en expliquant que cette innovation a un bienfait sociétal. Il permettrait, par exemple, de limiter les agressions sexuelles dans les lieux publics. Or, d'un point de vue anthropologique, on se risque davantage à une normalisation du viol, à le concevoir comme un simple programme de la sexualité. Et la question qui se pose à présent, c'est de se dire, avons-nous le droit de tout créer pour assouvir les besoins de l'humanité ? L'avènement d'une société de viol ne signifie pas le début d'une société sans limite. Et sans limite, avons-nous un devenir ? Si je vous pose cette question-là, c'est que quand je vous parlais de l'émergence d'un 3e genre, on peut se demander si les relations du genre se limitent à celles de l'homme et de la femme, et si on ne peut pas non plus, et on ne doit pas y inclure celle du robot. Actuellement, ça peut paraître encore fou et loin de notre quotidien. Mais si on fait un pas en arrière de seulement 100 ans, tout semble possible. Pour rappel, en 1931, à Paris, s'exposaient des zoos humains où la figure des peuples traditionnels extra-européens n'avait pas la même place et le même poids que la figure du blanc européen. En 2015, plus proche de nous, un orang-outan est reconnu comme personne non humaine. Et là, l'actualité nous rattrape. Il y a quelques jours, l'Arabie saoudite vient d'être le premier pays du monde à déclarer un humanoïde comme citoyen ayant exactement les mêmes droits que les hommes et les femmes. Je vous présente Sophia. Et Sophia, pour rappel, ça veut quand même dire sagesse. Donc, face à tout ça, on est quand même en droit de se poser la question en se disant comment, dès à présent, on doit repenser les questions d'égalité du genre. Et qu'au final, cette problématique qui nous amène ce soir ne sera pas les problèmes d'égalité du genre, mais des genres qui nous amènent à repenser cette notion-là.
En fait, actuellement, nous sommes face à un paradoxe. Si l'innovation et la technologie apportent effectivement du mieux-être et du bien-être aux individus, de plus en plus d'intellectuels se posent la question sur les incidences de ces innovations et sur le devenir de notre humanité. Donc, on va avoir des intellectuels comme Pick, comme Santolaria ou comme Harari qui nous posent la question dès à présent sur le digital, sur les big data, en se demandant si les nouveaux combats que nous sommes en train de mettre en place pour lutter contre les grandes peurs de l'humanité ne vont pas nous amener à courir à notre perte. Donc, c'est quoi ces grands combats? C'est un combat contre le temps, un combat contre le vieillissement et celui de déjouer la mort, un combat sur la génétique en essayant de s'améliorer soi-même grâce à la technologie, et enfin une évolution de nous-mêmes. On passerait d'Homo sapiens à Homo Deus. En devenant créateurs de nous-mêmes et de créatures qui nous ressemblent, avons-nous toujours cette humanité? Donc, la poupée programmée pour être violée, Sofia en Arabie Saoudite, je vous avoue que ce n'est pas forcément hyper positif. Mais d'un autre côté, on se rend compte que d'autres innovations technologiques sont davantage positives et nous permettent de penser notre masculinité, notre féminité au quotidien de manière différente. Par exemple, on a le cas de la procréation assistée, qu'on peut entrevoir comme l'ultime émancipation de la femme face au devoir de perduration de l'espèce. Même si la technique rend possible ça d'un point de vue biologique, le culturel résiste, le social s'en mêle et provoque des tensions psychologiques à titre individuel. Autre exemple, la féminisation des traits morphologiques de Sapiens, mais juste chez les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre société conduit à une baisse de la testostérone chez les hommes. Effectivement, ils se battent moins pour leur survie ou pour celui de leur groupe social. Et cette diminution de la testostérone va entraîner une féminisation de leurs traits morphologiques. On pourrait également s'intéresser au cas du design et des produits. On revient aux objets et on se rend compte que de plus en plus de produits ou d'expériences de rupture amènent à un renouveau du design, beaucoup moins genré que les produits qu'on peut avoir actuellement. Et enfin, je vais vous parler des créatifs culturels. Donc les créatifs culturels, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe social sans conscience de classe, mais qui va répondre à des aspirations et des sensibilités au monde similaires dans différents domaines. Donc quels sont-ils? L'écologie, le développement durable, la cause animale, les valeurs féministes, la psychospiritualité et l'engagement sociétal. Donc c'est un groupe qui reste pour l'instant silencieux, mais qui a une force de frappe très importante. Il représente un tiers de la population aux États-Unis, un quart en Europe et un quart en Asie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui est surreprésenté par les femmes. 2/3 de ses membres sont des femmes et il se diffuse par le biais des espaces publics, non plus réels, mais virtuels. Si vous deviez retenir quelque chose de l'apport de l'anthropologie sur l'émergence du troisième genre, ce serait sans doute de se dire que les structures anthropologiques sont stables et sont longues à bouger. La période de transition dans laquelle nous nous situons actuellement nous conduit à voir de manière un petit peu abrupte tout ce qui va bien, mais surtout tout ce qui ne va pas bien, et tout ce qui devrait changer. Mais objectivement, depuis Moulinex libère la femme, nous avons quand même eu des avancées très intéressantes. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes sans doute un créatif culturel, sans le savoir. Si vous vous intéressez à l'écologie, au développement durable et à toutes ces nobles causes, vous œuvrez, chacun à votre niveau, à un mouvement qui vous dépasse, fait d'hommes et de femmes qui, ensemble, essayent de construire un monde meilleur. Et comme j'ai commencé mon intervention avec une définition de l'anthropologie, je la terminerai avec un adage africain que les anthropologues aiment beaucoup. Tant que les lions n'auront pas d'historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Donc du coup, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos initiatives individuelles pour que si, dans 5 ans ou 10 ans, on se réunit à nouveau ici pour parler de ces problématiques, on soit tous un petit peu des historiens du quotidien pour pouvoir déconstruire la réalité, opérer un détour anthropologique et donner à voir une réalité qui nous correspond davantage.